Aujourd'hui sur Média Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler d'innovation et de médias de proximité. J'ai le plaisir de recevoir Jimmy Darras, chef de projet chez West Media Lab. Salut Jimmy, comment tu vas? Salut Ronan, ça va bien et toi? Ça va super, merci beaucoup de participer à ce podcast. Et merci pour l'invitation et de m'accueillir sur le podcast, ravi d'y participer. C'est un sujet, l'info de proximité, c'est un sujet qui personnellement m'intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs et de médias. Et on ne trouve pas facilement des personnes vraiment avec une expertise. En tout cas, de mon côté, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc, quand je suis tombé sur ton profil sur LinkedIn, notamment via la veille que tu fais pour traquer les innovations et ce qui se passe dans l'info de proximité, je me suis dit, ouais, ça ferait un super épisode de podcast. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. On va parler, comme je l'ai mentionné, à quoi va ressembler en gros le média de proximité de demain. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Je ne vais pas te demander de sortir ta boule de cristal. Par contre, je vais profiter de ton expertise, de ton expérience chez West Media Lab, pour que tu nous décryptes ce que tu vois d'intéressant et pour vraiment qu'on comprenne au maximum ce sujet pour les éditeurs. Donc, avant d'attaquer ce sujet, qui est Jimmy? Donc écoute, moi comme tu l'as dit, donc je travaille à West Media Lab où je suis chef de projet là depuis 2021 maintenant. À la base, moi j'ai une formation de journaliste. Voilà, donc je m'étais spécialisé notamment en télévision au départ et finalement dans le parcours j'ai plutôt parti sur travailler dans la vidéo numérique au lancement, donc dans une agence qui s'appelait Creafeed, qui était basée à Paris, dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans. Et puis voilà, ensuite je suis retourné à Nantes d'où je viens où je me suis lancé d'abord comme indépendant dans la vidéo, et puis finalement voilà, j'ai eu cette opportunité de rejoindre West Media Lab en 2021. Donc voilà, je me suis lancé dedans. Tu peux peut-être parler un peu plus de West Media Lab si tu veux après, pour te Ouais, bien présenter sûr. l'association. Bien sûr. Je crois que tu voulais également apporter une précision avant d'attaquer le thème. C'est que l'objectif aujourd'hui, tu veux surtout pas donner de recommandations, paraître comme effectivement voici ce qu'il faut faire pour la presse locale, mais simplement d'informer sur les innovations et les tendances que tu trouves intéressantes. Et peut-être que tu peux également en profiter pour définir ce qu'on entend par médias de proximité. En fait, c'est l'info locale, ce que vous Oui, appelez. c'est vrai que nous on parle de médias de proximité. Finalement, c'est des médias qui font de l'information locale. Nous, dans ce qui nous intéresse, en tout cas à West Media Lab, dans le périmètre, ce sont des médias en fait, qui font de l'information, que ce soit de l'échelle régionale à l'échelle du quartier, en fait, on va dire, sur ce périmètre-là. Voilà, donc après, c'est des échelles qui sont assez variées. On dit pas forcément médias locaux, parce que quand on dit médias locaux, on a l'impression que c'est des médias qui sont vraiment juste, par exemple, quand on est à Nantes, que les médias nantais, alors que nous, ouais, effectivement, on a un périmètre national, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux médias qui font de l'information locale sur tous les territoires en France, Suisse, Belgique notamment. Intervenait principalement sur le numérique, il me semble. En tout cas, nous, voilà, les périmètres qui nous intéressent, nous, ce sont les sujets d'innovation dans les médias, donc ça passe beaucoup par le numérique. Et pour te refaire un petit peu, si tu veux, le point sur West Media Lab, en fait, c'est une association qui a été créée en 2012. Et à la base, l'idée, c'était de mettre en réseau surtout les acteurs des médias, bien avec les médias, avec le numérique notamment et la communication dans l'Ouest, le Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire. C'est pour ça que dans les adhérents historiques nous qu'on a dans l'association, on a des groupes médias voilà, qui sont plutôt basés dans l'Ouest. Donc on a le Télégramme Ouest France notamment. Euh, mais voilà, mais on n'a pas que des médias au sein de l'association, parce qu'on a aussi des collectivités territoriales, des écoles, voilà, que ce soit des écoles de journalisme, de design, d'informatique, qui travaillent, voilà, autour de cet univers. Et voilà, et on a aussi des médias, je disais qu'on a des grands groupes médias, mais on a aussi des médias de toute taille, on a aussi des médias indépendants, des radios, voilà, donc c'est assez varié. Donc ça, c'est vraiment pour te remettre un peu l'historique West Media Lab qui s'est lancé voilà, sur ce créneau-là au départ en 2012. Et en fait, en 2019, on a un petit peu basculé sur notre périmètre en se focalisant justement sur les médias de proximité, en essayant d'avoir une envergure voilà, davantage nationale et en s'intéressant plutôt à l'innovation dans les médias de proximité. Et donc voilà, nous ça passe aujourd'hui par plusieurs actions qu'on va mener au sein de l'association.
un événement qu'on organise qui est le Festival de l'info locale, donc depuis 2019, qui est un événement voilà qui a lieu chaque année à Nantes et qui réunit les professionnels de l'info de proximité autour voilà de ces sujets d'innovation. Où l'idée c'est de proposer voilà du retour d'expérience, des tables rondes sur les enjeux de développement des médias. Donc c'est assez voilà c'est pas un festival de journalisme, hein. L'idée c'est vraiment d'aborder tous les enjeux, que ce soit voilà les sujets éditoriaux, mais aussi les questions de monétisation, notamment des médias, voilà, le développement de l'IA par exemple, mais aussi d'avoir un axe aussi sur les enjeux climatiques et comment c'est abordé à la fois par les médias, mais aussi dans leur politique à la Donc voilà, c'est assez divers. On peut aller aussi sur des thématiques de management, mais voilà, toujours avec cet angle média de proximité. Donc ça, voilà, si tu veux un peu, c'est aujourd'hui, c'est un peu la locomotive de notre association, cet événement phare, et qui se décline après tout au long de l'année, nous par une newsletter, qui est la newsletter du FIL, du festival, qui paraît tous les 15 jours, dans laquelle on fait une revue de projet sur voilà, des choses qu'on voit passer, nous, des innovations, des choses qui nous semblent intéressantes, en tout cas, des initiatives intéressantes qui sont réalisées par des médias de proximité. Et on essaie d'avoir un spectre assez large, d'avoir à la fois des projets qui sont en France, mais des projets européens, voire aussi américains, parce qu'on a pas mal dans notre veille pas mal de projets de médias américains qui communiquent beaucoup. Donc cette veille-là aussi, voilà, ça nous permet aussi de repérer des projets qui nous semblent intéressants pour le festival derrière. Donc voilà, ça c'est un peu ça c'est la partie vraiment effectivement veille festival qu'on a au sein de l'association. Et puis à côté de ça, nous, on a aussi une activité de formation. On forme aussi les journalistes, les professionnels de la communication sur les sujets là plutôt effectivement numériques, donc beaucoup sur l'IA en ce moment. Et on organise également depuis les débuts de West Media Lab, on s'est aussi pas mal spécialisé sur l'organisation de hackathons pour les professionnels des médias également. Avec notamment, on organise chaque année un hackathon qui réunit des porteurs de projets médias et des étudiants en journalisme, design et informatique, avec l'idée de développer des projets interactifs et numériques, là un peu nouveaux, et de profiter pendant 4 jours d'essayer de voilà trouver des nouvelles idées, des choses intéressantes à réaliser pour ces médias qui sortent un peu des cases traditionnelles, des formats traditionnels qu'ils peuvent faire dans leurs médias. Donc voilà, donc on a cet événement-là qu'on organise aussi chaque année. Donc voilà un petit peu pour la présentation West Media Lab, ce qu'on fait, et puis comment on définit un petit peu les médias locaux. Et une autre activité aussi qu'on fait à West Media Lab, c'est qu'on organise aussi depuis le début de l'association, c'est des hackathons. Et notamment voilà un hackathon qu'on organise chaque année qui s'appelle le Hub Lab, qui est un hackathon qui à destination toujours des médias. Où on a des porteurs de projets médias qui viennent tester voilà des nouveaux projets éditoriaux, et pendant 4 jours ils vont développer avec des étudiants en journalisme, informatique et design. Donc ça leur permet aussi de travailler en mode projet sur un temps un peu court, et puis voilà de réaliser des formats un peu voilà qui sortent un peu des formats traditionnels qu'ils peuvent faire. Donc voilà un petit peu pour la présentation de West Media Lab et puis nos activités. Ok, super. Donc tu as présenté la genèse de l'association. L'association aujourd'hui, à quoi va ressembler West Media Lab demain par rapport à tous les changements qu'on connaît, par rapport à toutes vos activités? Est-ce qu'il y a certains sujets sur lesquels vous allez vous positionner, d'autres services que vous souhaitez offrir à vos membres? Écoute, nous on est en train de développer là aujourd'hui une activité d'observatoire aussi autour de l'info locale. C'est quelque chose qu'on aimerait bien voilà continuer à développer. Donc des choses qu'on faisait en fait un petit peu déjà par ailleurs par le passé, mais qu'on essaye un peu de structurer avec l'idée de pouvoir sortir voilà des guides, des études voilà à destination des professionnels des médias, notamment des médias de proximité. Et voilà, un des premiers travaux qu'on a lancé, en fait, c'était déjà au lancement en fait du festival de l'info locale en 2019. On avait fait bon, j'étais pas là, mais l'association avait réalisé une cartographie des rédactions locales en France. L'an passé, on a travaillé pour actualiser justement cette cartographie-là, l'affiner et voilà pouvoir identifier de nouveaux acteurs qui nous avaient peut-être échappé en utilisant notamment voilà, de
de nouvelles techniques pour pouvoir trouver, identifier ces médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une nouvelle cartographie qu'on a publiée en décembre dernier qui permet de voir qu'il y a 2600 rédactions locales en France, donc c'est pas rien. Et c'est ça aussi qu'on trouve important en essayant de mettre en avant justement les médias de proximité à travers le festival. Et notre veille, c'est aussi de montrer toute la diversité des médias locaux, et je trouve cette carte aussi, elle y participe, parce que ça montre que finalement, voilà, il n'y a pas que il y a des médias qui sont à Paris, mais voilà, 2600 rédactions en France, je trouve que c'est assez impressionnant, et finalement, c'est aussi toute une diversité de médias, parce que ça va de la presse quotidienne régionale à des médias spécialisés, des radios associatives, des médias indépendants d'investigation qui sont uniquement en ligne. On va retrouver aussi des télévisions locales, voilà, des radios privées, des radios de service public, j'en oublie, mais c'est assez intéressant en tout cas à observer. Et donc, à quoi ressemble la journée type de Jimmy chez West Media Lab? Quelles sont tes missions et qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de journée type. Non, mais en vrai, donc je t'ai présenté l'association, les différentes activités qu'on fait pour que tu finisses. Donc nous, on a une équipe de 3 salariés, et puis derrière, on a aussi donc un conseil d'administration, une association. On a des adhérents aussi qui nous aident dans les différentes actions qu'on va mener. Moi, j'ai une casquette de chef de projet, chef de projet multi-casquette, on va dire, parce que moi, je suis plutôt concentré sur la partie contenu qu'on va réaliser à West Media Lab. Donc ça va être, je vais travailler notamment sur la rédaction de la veille qu'on fait tous les 15 jours. Je travaille aussi sur la programmation du festival de l'info locale. Donc c'est un gros morceau qui nous occupe. Et aussi, voilà, je vais travailler sur les nouveaux programmes de formation qu'on va développer, et puis en collaboration aussi avec mes collègues, notamment mon directeur Julien Kostrech. On travaille notamment sur tous les différents programmes de nouvelles choses qu'on veut lancer. Donc voilà, c'est assez varié, il y a pas mal de choses. On fait comme on est une petite équipe, effectivement, on fait pas mal de choses différentes, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Pour avoir accès à ta veille via la newsletter ou même au festival, c'est accessible uniquement pour les adhérents, ou est-ce qu'on peut payer pour l'accès au festival, ou ta newsletter est publique? Comment ça se passe pour les Ouais. personnes qui nous écoutent et qui se disent bon, ça me parle, j'aimerais des infos? Alors notre veille, donc la newsletter, elle est entièrement gratuite. Donc c'est la veille du festival de l'info locale, donc vous pouvez vous y inscrire en allant sur le site du festival. Elle paraît tous les 15 jours, c'est le jeudi en général. Donc ça, celle-ci est gratuite. Et ensuite, le festival, nous, on a fait le choix d'avoir un modèle payant, puisqu'on s'adresse plutôt à une cible de professionnels, donc c'est un événement B2B. Donc là, la prochaine édition du festival va avoir lieu les 25-26 septembre prochains. Et donc, voilà, on a une billetterie pour l'événement qui est accessible, pareil, sur le site internet. Ok, super. Bah écoute, je mettrai tous les liens en description. J'ai bien envie de venir aussi au festival. Alors ouais, même si on n'est pas un média local, on peut venir faire sa veille, on peut venir découvrir le réseau. Ouais, bien sûr. Nous, après, l'idée, c'est effectivement, on a cet angle-là des médias de proximité, et bon, ça, c'est la cible effectivement principale à qui on s'adresse. Donc plutôt une cible, nous, on vise, qui est plutôt de décideurs, de rédacteurs en chef dans ces médias-là. On voit que ça intéresse aussi des médias qui vont avoir des tailles aussi similaires, par exemple des médias indépendants, des structures par exemple qui vont plutôt se retrouver finalement dans les retours d'expérience que nous on va proposer, puisqu'il va y avoir des médias qui, même si ils ont cette dimension locale, vont avoir finalement une taille similaire à ceux d'autres médias, mais qui sont peut-être des médias spécialisés, je sais pas, sur l'économie, sur d'autres choses, et qui ont peut-être une taille de structure finalement qui ressemble plus à celle des médias locaux que ceux des grandes maisons qu'on voit habituellement sur d'autres événements. Et voilà, nous, c'est ça qu'on trouvait intéressant aussi avec le festival, c'est de se dire, finalement, quand on parle d'innovation dans les médias, on pense souvent aux gros médias. Enfin, l'exemple qu'on cite souvent, c'est le New York Times. Sauf que voilà, tous les médias n'ont pas les moyens, les capacités d'innover comme le fait le New York Times. Et nous, l'idée, c'était de dire, bah voilà, il y a aussi des choses qui se font dans les médias de proximité, des choses qui sont innovantes, qui peuvent être inspirantes pour d'autres médias, et avec toujours nous ce côté, voilà, c'est des choses qui sont reproductibles. Et c'est ça qu'on va chercher, en tout cas nous, dans les interventions qu'on propose au festival, c'est vraiment d'avoir des projets qui peuvent parler à
toute la diversité de médias qu'on rassemble au festival. C'est un des médias qui vont de plus grande taille comme Ouest France à d'autres qui sont des radios. Je cite souvent l'exemple des radios associatives ou des médias indépendants qui peuvent avoir des structures de une seule personne, voire jusqu'à 5-10 salariés. Et voilà comment des retours d'expérience peuvent inspirer à la fois ces plus grands médias et ces plus petits. C'est ça qu'on essaie de trouver dans les exemples et les initiatives qu'on met en avant au festival et aussi dans notre veille. Et pour précision, donc vous appelez West Media Lab, mais tous les médias locaux de toute la France sont les bienvenus. Pas besoin d'être un média de l'Ouest. Ouais, je précise d'ailleurs, le festival n'est pas réservé non plus à nos adhérents, deux choses distinctes. Et effectivement, nous, notre périmètre, comme je te disais dans l'historique, West Media Lab, on est basé historiquement dans l'ouest de la France, d'où le nom. Mais aujourd'hui, nos adhérents, depuis qu'on a aussi changé un peu de périmètre, nos adhérents aussi ont évolué. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va retrouver des médias ou des structures qui sont pas uniquement basées dans l'Ouest. Hein. Je vais citer un exemple, dans les adhérents qu'on a eu récemment, on a un média en ligne qui s'appelle Made in Perpignan, qui est, voilà, comme son nom l'indique, basé à Perpignan. On a une télévision locale belge aussi qui nous a rejoint il y a peu de temps. Donc voilà, en fait, c'est vrai que petit à petit, on a élargi aussi notre périmètre au sein de nos adhérents et voilà, nous on invite tous les médias qui veulent travailler avec nous sur le futur de l'info de proximité, à rejoindre l'association si les intéresse évidemment. Petite partie croustillante sur l'état des lieux des médias de proximité. Aujourd'hui, quand on préparait le podcast, on s'est dit que ça serait intéressant de faire une section sur les défis actuels des médias de proximité. Toi qui es en contact avec tous ces médias locaux, comme tu expliquais, qu'est-ce qu'ils te disent? Quels sont leurs défis actuels? Ce qui va être difficile, c'est qu'effectivement, tu vas voir, comme je le disais tout à l'heure, il y a des médias qui sont de taille complètement différente. Donc en fait, si tu veux entre les défis que vont avoir les médias de la presse quotidienne, régionale, et les défis qu'ils peuvent rencontrer des médias qui misent uniquement sur l'adhésion de leurs lecteurs ou des radios associatives, il y a des enjeux qui sont assez différents. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont communs, notamment il y en a un qui est sur la question du renouvellement du public, puisque voilà, quand on parle d'info locale, c'est souvent associé à un public peut-être plus âgé. Je pense notamment pour la presse quotidienne régionale, qui a un lectorat qui est un petit peu plus âgé. Il y a un enjeu d'essayer de renouveler ce public-là, c'est trouver des nouveaux formats pour intéresser les jeunes. Et d'ailleurs, c'est un enjeu pour les médias locaux, je pense, pour pas mal de plus grands médias. C'est aussi un défi, mais voilà, qui est assez marqué, je pense, pour les médias de proximité. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je vois qui est important. Quand on parle aussi de la presse quotidienne régionale, il y a un des défis aussi, c'est comment on fait face à l'érosion finalement du print, à la baisse de la diffusion imprimée, qui reste encore important dans le modèle économique de ces médias-là, et c'est-à-dire comment aussi beaucoup ils ont tous effectivement passer le cap de l'abonnement numérique sur la presse quotidienne, sur la presse hebdomadaire, pas forcément tous, mais en tout cas c'est en cours pour un grand nombre. Et c'est comment finalement faire en sorte que est-ce que l'abonnement numérique peut venir compenser les abonnements print. Pour l'instant c'est pas le cas, et ça je pense c'est un enjeu aujourd'hui, c'est comment finalement tous les revenus qui viennent du print, si la diffusion continue à baisser, comment on fait face à ça. Est-ce que l'idée c'est de développer davantage l'abonnement numérique, est-ce que c'est d'aller sur la diversification? Donc il y a un sujet de monétisation, je pense, qui est aussi un enjeu important là, pour les médias et les médias locaux aujourd'hui. Et je parlais, voilà, pour le print, ça peut être aussi valable pour la radio, où aussi on voit par exemple qu'il y a une baisse des audiences radio aussi. Donc voilà, ça fait partie, je pense, des enjeux importants. Je pense que quand on avait préparé le podcast, je pense qu'on avait parlé aussi des enjeux aussi à l'ère de l'IA. Je pense qu'il y a des choses. Enfin voilà, globalement c'est un sujet, je pense, pour tous les médias, hein, sur comment aussi
sur les questions de rémunération des contenus qui sont utilisés aujourd'hui par les outils, les grandes plateformes d'IA aujourd'hui qui vont utiliser les contenus des médias pour alimenter les réponses qu'elles vont faire à leurs utilisateurs, mais aussi pour entraîner leur contenu. Et je trouve un des enjeux particuliers, je trouve, pour les médias locaux, nous qu'on voit en tout cas à travers notre veille, c'est ce qu'on a vu pas mal, c'est notamment des sites qui se sont lancés et qui vont piller les contenus des médias locaux et qui grâce à l'IA vont lancer des sites d'information locaux à moindre coût finalement en allant récupérer le contenu de ces médias locaux. Je trouve qu'il y a une étude une enquête de Libération, un axe qui avait été assez intéressante là-dessus, qui montrait bien ça. Et un autre enjeu aussi qu'on voit émerger, notamment aux États-Unis, c'est pas mal de newsletters aussi, de curation d'informations locales qui se lancent et qui viennent, pareil, aller chercher le contenu finalement dans les médias dans les médias locaux. Ils vont faire une newsletter finalement de curation et finalement ils arrivent à en lancer des foisons. Je crois qu'il y a un site récemment qui a lancé 30 000 newsletters locales aux États-Unis et voilà, sans créer à proprement parler de contenu, quoi. C'est vraiment uniquement de la curation et du coup derrière ils vont aller chercher des revenus publicitaires et menacer aussi le modèle de ces médias-là. Pour l'instant, j'ai pas vu d'initiative similaire en France, mais voilà, je pense que c'est un défi qui peut être important. Et voilà, je pense un des autres défis aussi que je t'avais dû te préciser, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit plutôt aux États-Unis aujourd'hui, c'est la question des déserts d'information. Voilà, qui est un vrai sujet aux États-Unis aujourd'hui, qui a priori, pour l'instant, j'ai pas la réponse si c'est le cas en France. Nous, je pense que à travers la carte nous qu'on a réalisée, le fait de voir qu'il y a 2600 rédactions locales, ça permet de voir qu'il y a en tout cas la plupart des territoires qui sont couverts, mais ça ne nous dit pas nous forcément s'il y a des zones qui sont peut-être moins bien couvertes que d'autres, etc. Voilà, et ça, je pense que c'est un des enjeux auxquels il faut être, je pense, vigilant dans les prochaines années. Mais en tout cas, on sait que c'est déjà le cas aux États-Unis où il y a vraiment pour le coup, des régions entières où il y a plus aucun média d'information locale finalement qui vont traiter de l'information d'une ville, d'une municipalité, voire de l'échelle de canton. Donc c'est vraiment un sujet là-bas, mais bon, on n'est pas sur les mêmes échelles non plus, parce que quand on parle d'un territoire américain, on n'est pas dans la même mesure que la France. Alors, voilà, ici, on a quand même un maillage, je pense, qui est plus important, mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un point, en tout cas, je trouve qui est intéressant à surveiller aussi, quoi. C'est vrai que là, tous les défis que tu viens de lister, ils sont présents également, comme tu l'as souligné, pour les médias. Pour les médias, même les gros médias, les médias nationaux, mais j'ai l'impression que chaque défi s'intensifie pour les médias locaux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'exemple parfait pour moi, c'est s'adresser à un jeune public. Gros défi pour les médias nationaux. On voit quand même qu'il y a des initiatives ou des techniques qui permettent effectivement de renouveler un peu la clientèle entre guillemets des médias. Donc ils vont peut-être trouver des créateurs de contenu pour incarner, des journalistes qui vont faire des vidéos format vertical pour séduire les plus jeunes. Ils vont faire du journalisme un peu comme Hugo Décrypte, des initiatives similaires. Mais pour les médias locaux, j'ai l'impression qu'effectivement, quand on pense médias locaux, on pense cible plus âgée. Et donc, j'ai l'impression que c'est encore plus fort, en fait, ces défis. Je me trompe ou c'est vraiment le cas pour les médias locaux où finalement c'est similaire aux médias nationaux? Je pense que, enfin, voilà, globalement, c'est effectivement, comme tu dis, je pense que c'est un peu plus marqué pour les médias locaux, parce que je pense que le lectorat globalement est un peu plus âgé de base, mais voilà, surtout voilà pour les médias de presse quotidienne, régionale, presse hebdomadaire notamment, c'est un fait. Pour autant, ce qui est intéressant effectivement, comme tu dis, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives qui se développent aussi pour justement les développer, chercher ces nouvelles audiences. Et ça qui est intéressant aujourd'hui, mais effectivement qui sont, comme tu dis, c'est pas un enjeu effectivement aux médias locaux. On avait également noté la publicité, la monétisation. Quels sont les défis actuels en termes de monétisation pour les médias locaux? Est-ce que c'est plus compliqué pour eux d'aller trouver des sources de revenus que les médias nationaux? Disons qu'il y a
Sur la monétisation, voilà, il y a, comme je te disais, nous sur la diversité de médias qu'on voit dans notre périmètre, il y a des enjeux de monétisation qui sont très différents, puisque voilà, il y a certains qui dépendent de la publicité, d'autres uniquement de l'abonnement, voire du don ou de l'adhésion. Il y en a certains qui misaient plutôt sur des stratégies de diversification, et voilà, d'autres, c'est un joyeux mélange de tout ça, je pense, pour une grande majorité. Il y a des enjeux qui sont assez différents, je pense, sur la publicité. Peut-être un des enjeux, je pense, un peu spécifique aussi pour les médias locaux, c'est voilà, sur les annonceurs qui vont réussir à séduire, qui sont plutôt des annonceurs aussi locaux de leur territoire. C'est aussi qu'il y a eu pas mal de finalement de revenus de revenus publicitaires qui ont été captés plutôt par les plateformes finalement, ou ces médias notamment pour voilà, je pense à des annonceurs de plus petite taille, notamment des commerçants ou des choses comme ça, qui vont, des annonceurs voilà, hyper locaux, par exemple, qui vont privilégier des communications sur Facebook, Instagram, plutôt que d'aller faire une page de pub dans le canard du coin. Donc, par exemple, autre chose aussi de ce défi qui sont peut-être un peu plus particuliers, notamment sur les plus petits annonceurs, mais qui est valable aussi sur des annonceurs à plus grande échelle. Donc ça, je pense, c'est aussi un des défis, c'est comment continuer aussi à séduire, à mettre en avant aussi la valeur finalement pour les annonceurs locaux, de venir communiquer aussi dans les médias locaux, et voilà, je pense que là, c'est un sujet qui est notamment je crois mis en avant en tout cas pas mal euh, voilà, enfin c'est les sur lesquels les médias travaillent aussi aujourd'hui. Mhm. Et toi qui traques les innovations et les choses intéressantes, les tendances, est-ce que tu as noté ces derniers temps des choses intéressantes en ce qui concerne justement la monétisation des médias locaux? Et par médias locaux, peut-être qu'on peut définir un peu le spectre en disant, bah, par exemple, une newsletter d'info locale ou un média, un site web d'info locale. Est-ce que tu vois des acteurs qui, en France ou à l'étranger, qui s'en sortent particulièrement bien grâce à des innovations ou des nouvelles, des nouvelles méthodes de monétisation? Oui, bah écoute, je pense qu'il y a il y a plein d'initiatives intéressantes. Je pense les choses un petit peu nouvelles qui ont été développées, mais je dis nouvelles, mais qui sont plus si nouvelles que ça maintenant. Mais je pense qu'il y a eu tout un mouvement aussi autour qui a été pas mal, un virage qui a été pris par pas mal de médias indépendants, notamment des médias locaux. C'est sur le virage de l'adhésion, c'est-à-dire en fait de miser non pas sur de l'abonnement, mais c'est-à-dire de laisser son média accessible, voilà, gratuitement, mais de proposer à ses lecteurs de devenir adhérents pour soutenir le média. Donc je pense à des médias, par exemple en Grande-Bretagne, comme The Bristol Cable, qu'on cite souvent en exemple, qui est un média qui s'est développé sur cet axe-là et qui a vraiment réussi à développer une communauté importante, avec des adhérents du coup, qui deviennent aussi des acteurs pour réfléchir aussi à comment faire évoluer le média. Et ça, je trouve, ça fonctionne bien pour un média local, parce que finalement, cette communauté euh, elle est plus facile aussi à rassembler à l'échelle locale, et c'est aussi la force des médias locaux, c'est de pouvoir vraiment s'adresser à une communauté, d'être au plus proche aussi de ses lecteurs ou de ses auditeurs, etc. Et souvent, c'est ce qu'on dit, c'est les médias locaux, ils sont à portée de baffe pour les auditeurs, les lecteurs. C'est eux, ils vivent vraiment sur le territoire qu'ils couvrent, et ça, c'est une de leurs forces. Et donc justement, via ce modèle d'adhésion, finalement, ils font de leur force, c'est-à-dire leur capacité à être proche de leurs lecteurs, de leur public, une source aussi de modèle économique. Donc ça, je trouve, voilà, c'est un format de monétisation en tout cas qui fonctionne bien, qui est un bon exemple, je trouve, en tout cas, de comment on essaie d'aller un petit peu au-delà des, des, des sources de monétisation traditionnelles. Mhm. Euh, Après, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on voit aussi émerger dans un volet de diversification autour de l'événementiel, notamment, où des médias pareil, locaux, en tant que voilà, acteurs de leur territoire, vont aussi développer des événements sur leur territoire pour faire vivre aussi ces territoires-là, et en faire aussi une source de diversification. Je pense un des exemples aussi qui est régulièrement cité,
aux États-Unis, qui est le Texas Tribune, qui est un média, donc là, comme son nom l'indique, qui est basé dans le Texas, qui est un média en ligne indépendant et qui a vraiment fait de la diversification en fait un des piliers de son modèle économique depuis le départ, et qui fait aujourd'hui une quarantaine d'événements par an, dont un festival qu'ils organisent chaque année, qui dure 3 jours sur la politique et les politiques publiques notamment. Et je trouve que ça représente aujourd'hui l'événementiel autour de entre 15 et 20% de leur revenu, donc ce qui est pas négligeable. Et voilà, ça c'est aussi, je trouve, voilà une façon de se réfléchir un peu différemment et qui est assez intéressante aussi sur la question du modèle économique. Voilà, après, je trouve dans les exemples aussi assez inspirants qu'on cite souvent, il y a un média britannique qui s'appelle The Mill, Mill Media, qui est un média entièrement diffusé via newsletter. Et en fait qui a été lancé par un journaliste juste à Manchester. Et pour se lancer, en fait, il a profité d'une plateforme qui est Substack, qui permet voilà de créer du contenu et de le monétiser assez facilement. Et voilà, qui a développé justement cette newsletter, qui est un mix gratuit et payant sur abonnement. Et aujourd'hui, il a réussi à le développer. Donc ça, je pense qu'il a commencé en 2021 et aujourd'hui, il est diffusé dans 4 ou 5 villes en Grande-Bretagne. Il a une vraie équipe de journalistes aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil, un des exemples, je trouve, qui est assez inspirant aussi dans les modèles aujourd'hui. Voilà, moi là, je t'ai cité que des exemples qui sont à l'étranger, mais il y a aussi voilà, plein je trouve de modèles aussi qui fonctionnent bien aussi en France. Voilà, soit sur des volets de diversification, soit sur des médias qui ont développé des modèles de monétisation intéressants. Je pense peut-être qu'il y a un des exemples, c'est Mars Actu. Je pense qu'il est intéressant aussi. C'est un média qui est basé à Marseille, donc là qui sont sur de l'abonnement numérique, média en ligne uniquement. Et donc le média avait été repris par ses salariés donc il y a 10 ans, et ils ont vraiment développé un modèle d'abonnement. Aujourd'hui, ils ont, si je me trompe pas, autour de 5000 abonnés. Et voilà, c'est un média qui a l'équilibre aujourd'hui, qui a vraiment voilà, qui est un média d'investigation, qui fait vraiment un choix de travail aussi. Donc c'est un des exemples parmi plein d'autres que je pourrais citer. Mhm. Et quand tu présentes justement ces exemples, ces innovations, ces initiatives à l'étranger, aux médias français, quel est le retour? Est-ce qu'ils se disent oui, c'est intéressant, mais on va avoir du mal à mettre en place des choses similaires, ou est-ce qu'il y a vraiment une grande curiosité, une grande volonté de se réinventer dans l'écosystème français? Bah, nous, ce qu'on observe, en tout cas à notre échelle, sur le Festival de l'info locale, par exemple, on essaie chaque année d'avoir un pays invité, c'est-à-dire qu'on met en avant des initiatives Mhm. d'un pays. On a eu la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède une année. Donc voilà, on essaie un peu de varier chaque année et on voit que c'est quelque chose qui intéresse en tout cas le public du festival. Donc voilà, c'est une façon, je pense, si tu veux, de répondre à ta question. Après, nous, la Mhm. difficulté qu'on voit, tu vois, c'est par exemple quand on fait notre veille, notamment sur les projets, on voit beaucoup de projets américains en fait dans notre veille parce que Mhm. bah, de par la taille du marché d'une part et aussi du fait que je pense dans la culture américaine il y a plus ce côté communiquer sur ce qu'on fait. Voilà, même sur des choses, même qui sont peut-être moins avancées, etc., qu'on a peut-être un petit peu Mhm. moins en France. Et des fois sur des choses qui sont peut-être qui paraissent pas forcément extraordinaires comme ça, mais sur lesquelles ils vont vachement plus communiquer. Et voilà, donc effectivement, donc on voit beaucoup plus de projets américains. Et souvent, il y a des choses où on se pose la question, est-ce que finalement c'est reproductible sur le territoire français? Je pense qu'il y a pas mal euh, de sujets, par exemple aux États-Unis, sur le travail qu'ils vont faire avec les différentes communautés, par exemple les communautés, je pense qu'ils font beaucoup de médias locaux qui vont développer par exemple des offres euh, de traduction aussi de leur contenu pour les communautés hispaniques, Mhm. entre autres, ou ce genre de choses, voilà, des choses qui sont peut-être moins transposables, tu vois, par exemple en France, parce qu'on n'a pas forcément ces enjeux-là, où tu vas avoir même des médias complets aux États-Unis qui vont se lancer sur des créneaux, tu vois, vraiment très spécifiques, genre le média qui s'adresse uniquement à la communauté afro-américaine d'Atlanta, tu Mhm. vois, vraiment un truc Mhm. très très niche. Et là, tu vois, c'est sur des initiatives, je pense, voilà, qui vont moins nous parler en France. Et même chose, tu vois, pareil, si je reviens sur les côtés américains, c'est même sur des questions de modèle économique, quelque chose qu'on voit beaucoup se développer aux États-Unis, c'est dans l'écosystème des médias locaux, c'est le financement via la philanthropie.
tu vois, via des financements, via des grandes fondations ou des grands donateurs, etc. Ça, c'est un truc aujourd'hui qui est pas du tout développé en France parce qu'on n'a pas cette culture-là, quoi. C'est super intéressant ce que tu mentionnes sur les communautés. Je suis tombé sur des médias, des médias effectivement aux États-Unis. Je me suis dit, je sais pas si c'est génial ou si c'est trop justement communautaire. C'était une communauté de femmes dans le B2B uniquement pour la communauté asiatique. Donc vraiment, tu peux, enfin B2B, femmes, public féminin et communauté asiatique. Je me suis dit, tu peux pas faire plus niche. Et je sais pas si c'est une bonne chose. Tu vois, aux États-Unis, je pense qu'il y a, ouais, la culture est vraiment très différente. Ils font ça, c'est plus pour donner de la force à cette communauté, pour qu'elle se rassemble, pour qu'elle puisse s'échanger. En France, ça paraîtrait peut-être très sectaire en fait. Je pense que c'est difficile de transposer le modèle. Je Ouais, et sais pas. puis je pense qu'il y a aussi une question d'échelle. Je pense que, Aussi, enfin, ouais, je prends aussi. l'exemple. Je sais que je crois c'est à Chicago, il me semble qu'il y a un média aussi qui est spécialisé qui s'adresse à la communauté LGBTQ de Chicago. Mais bon, tu parles de Chicago, c'est en termes d'échelle de ville, t'as rien qui est équivalent en France. Donc je pense qu'il y a ce côté-là et puis effectivement ce côté plus effectivement communautaire qu'on a peut-être moins en France. Mais ce qui est intéressant, si tu vois, je vais rebondir un peu sur ce côté-là, ce côté communauté, si on parle pas forcément de communauté ethnique ou voilà sur d'autres genres, c'est ce qu'on voit qui est intéressant aussi je trouve dans les initiatives qui se font, dans les tendances qu'on voit nous dans les médias locaux, qui est intéressant, c'est justement d'essayer de développer des communautés plutôt thématiques en misant sur les forces et les spécificités de son territoire. Donc je vais te donner un exemple. C'est Nice Matin par exemple, qui est un quotidien régional qui est à Nice et aussi dans le Var. Et donc c'est le groupe Nice Matin, ils ont aussi Var Matin, donc voilà, qui est dans le Var. Et donc Var Matin, ils ont développé une newsletter et une rubrique, une verticale vraiment autour de la question de la défense. Défense qui s'appelle, donc c'est une newsletter qui s'appelle Défense et Marine, qui est autour de vraiment ces questions militaires, etc. Et en fait, ça c'est lié au fait que dans le Var, ils ont à Toulon, ils ont une des principales bases militaires, des principaux ports militaires de France, et donc ce qui fait qu'il y a une grande partie des gens qui travaillent dans ce domaine-là qui est basé qui habitent sur leur territoire. Voilà, ils ont développé en fait cette verticale-là autour de cette thématique pour s'adresser justement aux gens qui ça peut intéresser dans leur territoire, mais aussi pour étendre leur audience au-delà de leur territoire sur une thématique que eux ils maîtrisent parce que finalement, en fait, c'est des choses sur lesquelles ils sont habitués et ils sont habitués à couvrir parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur territoire. Donc ça, je trouve c'est aussi intéressant, c'est comment ils développent voilà des communautés aussi thématiques sur des sujets forts de leur territoire pour essayer de développer leur audience au-delà finalement de leur territoire de couverture classique, quoi. Très intéressant, effectivement. Quand tu as commencé à expliquer, j'arrivais pas à faire le pont, mais ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens et ouais, c'est super intéressant. Et tu vois, je pense que vraiment, toi qui te spécialises sur les médias de proximité, ce genre d'infos, moi, je les vois pas passer, quoi. Donc, c'est super intéressant aujourd'hui de t'avoir au micro de Média Moula pour explorer ces initiatives. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur les forces des médias de proximité, parce qu'on a évoqué tous les défis qui peuvent faire un peu peur, mais il faut pas oublier que les médias de proximité ont vraiment des points à mettre en avant. Tu as mentionné effectivement leur relation privilégiée avec le public, l'interaction avec les lecteurs, et tu m'avais également noté pour la préparation du podcast que les médias locaux sont très forts également ou en bonne position, disons, pour identifier les signaux faibles de la société. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point? Je pense que c'est un peu le lien finalement, c'est de se dire avec en fait je trouve ce côté finalement proximité qu'ils ont avec leur audience, le fait d'être présent sur leur territoire et sur les territoires en fait de manière générale, c'est-à-dire de pas être c'est pas des rédactions qui sont basées à Paris, donc finalement en fait ils arrivent aussi davantage je pense, à sentir un peu voilà le pouls de la société, de ce qui se passe, même si je pense que la question des gilets jaunes, en fait, ça avait surtout tous les médias, finalement, même les médias locaux, ne pas forcément identifier ni voir émerger ce qui est arrivé, mais en tout cas, je pense,
ça les a fait repenser aussi peut-être pour certains aussi la façon de justement de couvrir certains territoires. Et je pense qu'aujourd'hui il y a plein d'initiatives justement qui vont justement sur les territoires. Je pense à Ouest France qui fait en ce moment en prévision, je pense des municipales. En tout cas, c'est une thématique sur comment on vit dans les territoires périurbains, les territoires ruraux. Et je trouve ça super intéressant aussi. Et sur justement sur cette question de la proximité, tu vois, avec les lecteurs, on s'en est, nous en tant qu'observateur sur les médias locaux, on s'en est bien rendu compte aussi durant l'épisode du Covid, où finalement en fait c'est vers les médias locaux finalement que les gens se sont tournés pour avoir des informations sur ce qui se passe, parce que voilà, en fait le périmètre c'est resserré finalement sur nos interactions, sur notre façon de vivre, et voilà, et sur les informations qu'ils avaient besoin pour savoir ce qui était autorisé sur son territoire, chez soi, ce qu'on pouvait faire, les commerces qui étaient ouverts, et qui c'est qui pouvait avoir cette information, c'était les médias de proximité. Et c'est à ce moment-là notamment que beaucoup de médias ont développé notamment des rubriques type la rédaction vous répond, ou vraiment où là du coup c'était une forme de courrier des lecteurs mais version un peu numérique, et qui a super bien fonctionné et qui perdure aussi aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui s'est développé pendant le Covid. Au départ c'était vraiment pour répondre aux questions que se posaient les lecteurs finalement sur cet épisode, et puis cette crise sanitaire, et finalement aujourd'hui qui se poursuit. Il y a toujours voilà, je pense à Ouest France ce matin, ou d'autres médias qui ont des rubriques comme celle-ci, La Voix du Nord aussi, et voilà, sur lesquels aujourd'hui ils continuent à répondre à des questions des lecteurs directement. Et ça, je pense ça c'est quelque chose que tu vois pas dans les médias nationaux, quoi. Revenir désormais donc aux innovations qui te paraissent intéressantes. Tu avais mentionné le média marseillais, mais tu as un autre exemple, je crois, en Bretagne, de médias, ce que tu appelles de journalisme, que tu appelles vivant. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ouais, j'ai cité Mars Actu, mais c'est vrai que là c'est sur un autre sujet. Effectivement, je t'avais parlé d'un autre média quand on préparait ce podcast. Ouais, enfin c'est un sujet qu'on trouve intéressant, qu'on voit un peu émerger dans les médias locaux aujourd'hui. C'est le fait, et ça rejoint aussi, tu vois, cette question de proximité qu'on parlait, c'est des médias qui se lancent dans ce qui commence à appeler le journalisme vivant. En fait, je trouve ça super intéressant. C'est des médias qui vont faire monter sur scène, en fait, sur des scènes de théâtre ou dans des cafés, en tout cas dans une forme de représentation, des journalistes qui vont venir raconter leur reportage, leur enquête. Et donc le premier média, en tout cas que moi j'ai vu, qui a développé ça, c'est un média qui s'appelle Média Vivant, qui est basé à Marseille, justement. Vraiment, ce qui est super intéressant, c'est ils vont dans des territoires où, par exemple, dans des quartiers populaires ou de territoires, où les gens sont peut-être un peu moins on peut avoir l'habitude de consulter des médias traditionnels, et donc c'est une façon pour eux d'aller toucher aussi avec ce journalisme vivant un nouveau public, et d'avoir une relation hyper directe, parce que finalement t'as le journaliste qui est en face de toi, qui te raconte. C'est une façon d'avoir, je trouve c'est un nouveau format qui est super intéressant, et en même temps où tu peux interroger en tant que public directement le journaliste. Et même c'est encore plus intéressant, je trouve, sur Média Vivant, c'est qu'au-delà des journalistes, ils font également monter sur scène les sources que les journalistes ont interrogées durant leur enquête, ou en tout cas certaines sources. Et ce qui permet aussi d'avoir un peu de comprendre aussi comment sont fabriqués les reportages, les enquêtes. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est super intéressante, et qu'on voit aujourd'hui se développer sur d'autres territoires, d'autres médias en tout cas qui s'en emparent de ce journalisme vivant. Donc je parlais effectivement, il y a un média breton qui s'appelle Les Trois Ours, qui s'est lancé un petit peu sur un créneau similaire aussi en Bretagne, avec des spécificités un peu différentes. Moi, je pense à des médias aussi plus traditionnels, par exemple la Tribune de Lyon, qui est un hebdomadaire régional qui a récemment racheté un théâtre à Lyon, à la fois dans une stratégie de diversification, mais aussi dans l'idée de pouvoir proposer justement du journalisme vivant sur scène. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se crée autour de ça. J'ai un exemple aussi d'un média à Montpellier qui s'appelle Locaux, qui fait aussi ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, pour le coup, en faisant notre veille à West Media Lab, qu'on n'a pas forcément vu sur d'autres territoires, ou en tout cas peut-être qu'on l'a pas identifié, et par contre qui se développe vraiment en France, et en particulier
dans des médias locaux. Parce que tu vois, il y avait une initiative qui est un peu similaire, qui est un peu plus âgée maintenant, qui s'appelle le Live Magazine, qui est donc plutôt à Paris en France, mais qui est un peu différent parce que là c'est plutôt de raconter les coulisses d'un reportage, d'une enquête sur scène par un journaliste. Donc tu vois, c'est pas exactement la même démarche. Là c'est vraiment, là je trouve qu'avec Média Vivant et les médias que j'ai cités, c'est vraiment là on raconte notre reportage. Donc c'est comme si plutôt qu'avoir un article, tu l'as sur scène quoi. C'est vraiment super intéressant et j'avais absolument aucune idée que ça existait. Le fait qu'un média rachète un théâtre, je trouve ça fantastique. Alors, point de vue économique, j'en sais rien si ça va marcher pour eux, j'espère bien entendu. Mais je trouve que ce sont des initiatives vraiment qui sortent des sentiers battus. Très intéressante. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que en fait, à l'ère où aujourd'hui les médias sont quand même bien remis en cause, et il y a beaucoup de gens qui ont une certaine défiance, méfiance par rapport au travail des journalistes. Je trouve ça très intéressant de recréer du lien, et surtout l'aspect, je vous donne accès aux sources, je vous montre comment j'ai fabriqué cet article, ou comment j'ai fabriqué cette enquête, etc. Et écoute, je vais faire des recherches. Je trouve ça vraiment fantastique comme initiative. Et juste au niveau de l'accès à ce type d'événement, c'est réservé aux abonnés, ou par exemple si je veux y aller, c'est libre, c'est payant, ou ça dépend des médias? Alors dans le cadre, voilà, je pense que ça dépend des médias. Dans le cadre de Médias Vivants, voilà, je peux pas dire de bêtises, mais au départ, en tout cas, comment ça a été lancé, c'était voilà, c'était accessible et après c'est un prix libre en fait pour les gens qui veulent qui viennent à cette représentation. Voilà, je sais pas, peut-être que le modèle a évolué depuis, mais en tout cas c'était comme ça, en tout cas au lancement. Donc, voilà, ça dépend, je pense aussi des médias sur quel modèle ils veulent se lancer, mais ouais, ouais. Mais en tout cas, c'était comme ça pour Média Vivant. En intro, on mentionnait le fait que les médias nationaux s'inspiraient ou essayaient parfois de copier ce qu'on trouve sur ce qu'on appelle les influenceurs ou les créateurs de contenu. Est-ce que c'est une réflexion également partagée par les médias locaux? Et si oui, j'ai déjà la réponse, c'est oui, mais bon, comment ils s'adaptent et comment ils voient justement ce nouveau type de médias? Est-ce que eux, ils considèrent les créateurs de contenu comme des médias? Est-ce qu'une page Facebook ultra locale sur, je sais pas, sur Nice, par exemple, les activités à faire à Nice, est-ce que les médias traditionnels euh, sur l'info locale considèrent que ça, c'est un type de journalisme? Quels sont leurs points de vue sur ces sujets? Je saurais pas dire pour pour les médias dans leur ensemble. Je peux dire nous notre point de vue à West Media Lab, en tout cas sur le festival de l'info locale. On pense en tout cas que c'est le créateur de contenu, ça fait partie des nouveaux acteurs de l'info locale. Pour donner un exemple, l'année dernière, on avait fait une table ronde pendant le festival sur les collaborations possibles entre influenceurs et médias locaux. Cette année, a priori, on devrait aussi avoir une table ronde sur les nouveaux acteurs justement de l'info locale. Enfin, c'est quelque chose qui nous intéresse, sur lequel on travaille et qui nous semble vraiment pertinent, parce que je disais, nous on essaie d'avoir aussi une ouverture, c'est-à-dire en fait les médias, c'est pas que l'information locale, il n'y a pas que finalement des médias qui la donnent. Et aujourd'hui, comme tu le disais bien, il y a aussi des groupes Facebook voilà, qui sont développés depuis pas mal d'années, qui apportent aussi une forme d'information à l'échelle locale. On parlait tout à l'heure, tu vois, des États-Unis. Il y a certains territoires sur lesquels les gens, pour s'informer, vont sur les groupes Facebook parce que justement il n'y a plus de médias traditionnels pour donner de l'information locale. Donc si tu veux avoir des informations sur des événements, sur sur les événements locaux, les commerces qui bougent, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a même des informations peut-être plus politiques pour certains, voilà, et tu peux l'avoir aussi sur des groupes Facebook qui sont animés cette fois par des gens de la communauté, et pas forcément des journalistes, des professionnels. Donc effectivement, tu vois, tu as des choses comme ça qui se font sur les territoires, et puis après, sur la question des influenceurs, je pense que c'est comme partout, comme à l'échelle nationale, finalement, tu vas avoir des choses assez différentes. Tu vas avoir à la fois peut-être un petit peu moins à l'échelle locale, mais des profils plutôt de news influenceurs, comme tu mentionnais, hein, comme Hugo Décrypte, voilà, qui vont avoir une démarche vraiment plus journalistique et qui vont développer du contenu. Mais ça, qu'on voit peut-être un petit peu moins à l'échelle locale. Et puis d'autres qui vont être des influenceurs, tu vois, peut-être plus sur des thématiques, notamment food, tu vois, des food guides,
à l'échelle locale, tu vois, il y en a pas mal aussi sur les bonnes adresses, soit sur du culturel, soit sur de la gastronomie, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça qui se développent, ou même sur des questions de patrimoine, tu vois, des influenceurs qui vont parler du patrimoine de chez eux, de leur département, de leur ville. Donc, voilà, ça, je trouve, voilà, nous, en tout cas, notre point de vue, c'est que ça fait partie des nouveaux acteurs et il y a des gens, des personnes, tu vois, on parlait du jeune public, certains qui s'informent via ces créateurs de contenu et qui font d'ailleurs, c'était une étude, si je ne me trompe pas, du Reuters Institute, qui montrait que voilà, les jeunes c'est davantage confiance aussi aux créateurs de contenu qu'aux médias pour s'informer. Donc en fait, voilà, ça fait partie de ces acteurs-là. Je pense que ce serait une erreur en tout cas de se dire il faut faire sans, il faut s'en passer, il faut passer à côté, ça n'existe pas, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et enfin, je trouve qu'ils existent, ils développent des vraies communautés, donc voilà, c'est intéressant, et pour certains aussi, ils vont développer aussi ils vont capter aussi des revenus publicitaires à l'échelle locale, tu vois, plein de sortes qui pourraient intéresser aussi les médias locaux. Donc voilà, je pense que c'est un sujet intéressant, et je pense que la plupart en tout cas des médias locaux s'y intéressent, te dire est-ce qu'ils considèrent ça comme des journalistes, je pense pas, parce que c'est pas non plus, c'est pas le cas, et je pense même ces influenceurs se considèrent pas forcément comme des journalistes, mais en tout cas je pense qu'il y a des voies de collaboration possibles entre ces influenceurs, ces médias. Il y a des choses qui existent sur le sujet. On parlait de Nice Matin tout à l'heure. Nice Matin, ils ont développé notamment en interne une agence d'influence locale où voilà, ils ont passé et ils font des collaborations avec des influenceurs du territoire, donc des micro-influenceurs pour une communauté voilà, qui est un peu moins importante, jusqu'à 50 000, je crois, followers, qui leur permet voilà, de diversifier côté Nice Matin, de diversifier l'offre qu'ils peuvent proposer aux annonceurs locaux, en disant bah voilà, on peut vous faire à la fois de l'influence locale, aussi du mix média. Enfin, il y a plein de choses différentes qu'ils peuvent proposer. Et voilà, Nice Matin l'a fait, le groupe Sud-Ouest aussi l'a fait avec son agence Eliette. Donc voilà, ça, tu vois, c'est des exemples en tout cas de collaboration qui existent déjà avec des créateurs de contenu qui sont assez intéressantes, plus sur un axe monétisation. Et après, on voit aussi voilà des médias qui vont plutôt s'inspirer aussi, je pense, de ces codes des créateurs de contenu pour développer de nouveaux contenus, donc et des nouveaux formats. Donc voilà, je pense que la majorité aussi des quotidiens régionaux, certains hebdos aussi se sont pas mal lancés sur TikTok il y a quelques années en développant des formats verticaux, tu vois, bien pensé aussi, sur lesquels ils ont commencé à développer des communautés. Je pense qu'il y a le Parisien par exemple qui fait des choses super intéressantes sur TikTok plus récemment aussi. Il y a le groupe Ouest France aussi qui a lancé une chaîne YouTube vraiment inspirée cette fois des créateurs de contenu qui s'appelle Coloc, qui a été développé en interne par une équipe avec des jeunes journalistes. Je crois que quasiment toute l'équipe a moins de 25-26 ans. Où vraiment l'idée c'était de se dire bah voilà, on se différencie de la chaîne YouTube classique de Ouest France où tu as plutôt des contenus d'actualité, etc. Et là on fait vraiment une chaîne voilà, en mode créateur de contenu, et on va proposer un mix info divertissement avec plutôt du long format, des choses plutôt voilà, inspirées de ce que peuvent faire d'autres créateurs de contenu. Et voilà, ça c'est un projet qu'ils ont développé là depuis la rentrée dernière, et voilà, qui essaie de développer, aussi de monétiser via des partenariats un peu inspirés aussi de ce que font les créateurs de contenu. Donc ça, je trouve que c'est pareil, en termes d'inspiration, c'est assez intéressant. Connaître le sujet des médias locaux et des médias de proximité, et je me rends compte à quel point il y a beaucoup d'infos que je n'avais absolument pas recherché ou trouvé. Donc c'était vraiment un plaisir et super intéressant de t'avoir aujourd'hui sur le podcast pour que tu nous présentes toutes ces initiatives. Je suis vraiment impressionné par l'innovation des exemples que tu as donnés. Alors au début je me disais c'est quand même beaucoup américain, mais finalement tu as plein d'exemples également sur la France, là, sur la seconde partie du podcast. Et donc si ces médias nous écoutent, ce serait un plaisir de le recevoir pour s'ils souhaitent bien entendu participer à un épisode. Je trouve qu'il y a même plein de choses qu'on pourrait trouver ou prendre des initiatives que tu as citées et peut-être les reproduire sur d'autres types de médias. Donc vraiment, c'était très très intéressant. Merci encore. Merci pour ta participation, Jimmy.
Puis bon, après, voilà, c'est aussi une partie de l'iceberg que j'ai présenté, parce il y a plein de choses aussi qui se Il y a font encore d'autres ailleurs. Tu choses. vois, on a parlé pas mal de presse quotidienne, mais il y a plein de choses qui se font aussi au niveau des télévisions locales, des radios aussi. Et Hmm. voilà, bon, pas forcément le temps de tout aborder, mais voilà un Mhm. petit peu. Déjà, quelques initiatives, en tout cas, j'ai pu te présenter. Nous, je trouve que c'est important pour nous, c'est de montrer, comme je te le disais, c'est qu'il y a des choses qui se font dans les médias locaux, il y a de l'innovation qui se fait, et de montrer aussi, voilà, qu'il y a aussi toute une diversité de médias. Je trouve que ça, c'est important aussi euh, à montrer, notamment là où il y a une défiance aussi de plus en plus forte aussi vis-à-vis des médias, et se dire finalement, voilà, on parlait des forces des médias locaux, c'est aussi, voilà, je vous le redis, mais je pense que c'est d'être présent sur les territoires et d'être voilà auprès plus proche de leur communauté. Ça, je trouve c'est assez important à mettre en valeur, quoi. Et justement, à force de voir toutes ces initiatives et ces médias qui font des choses intéressantes et innovantes, toi, tu te dis pas que tu aimerais lancer un projet local un jour? Non, non, écoute, c'est pas le projet, c'est pas le projet pour l'instant. Euh, mais non, 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 mais au-delà aussi même, tu vois, de ces initiatives qu'on présente, je pense que j'ai énormément de respect et beaucoup d'admiration pour les gens qui lancent aussi des médias, Mm. notamment à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est vraiment pas évident de trouver le modèle économique qui est pertinent et qui va fonctionner, tu vois, d'aller miser uniquement sur des revenus lecteurs, notamment aujourd'hui, voilà, ça peut être compliqué, comment on va développer cette communauté, etc. Je pense aussi, euh, si on parle aussi d'innovation, aussi c'est parce qu'il faut aller chercher des nouveaux revenus aujourd'hui et c'est pas forcément évident. Et voilà, c'est pour ça que je disais, voilà, c'est effectivement beaucoup d'admiration pour les gens qui lancent des médias aujourd'hui. Bon, sens c'est pas moi un projet dans les cartons de lancer mon propre média. Est-ce qu'il existe des subventions ou des aides régionales pour les personnes qui sont intéressées pour lancer des médias locaux? Et si oui, est-ce que vous accompagnez vos membres ou vos adhérents pour aller chercher ces aides régionales? Alors oui, enfin il y a des subventions qui existent pour certains types de médias. Voilà, moi je suis pas forcément spécialisé là-dedans, mais j'invite plutôt les médias qui voilà, notamment les personnes qui veulent lancer un média, plutôt se rapprocher des syndicats professionnels, hein, qui sont mieux à même, je pense, de les accompagner là-dedans. Je pense notamment au SPIL pour les médias indépendants, les médias qui veulent se lancer. Nous, on n'a pas effectivement programme pour accompagner des nouveaux médias. On a eu un programme d'incubation au sein de West Media Lab pendant 2 ans. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'exclut pas aujourd'hui de relancer, hein. C'est partie des choses qu'on pourrait continuer à développer. Voilà, il existe aussi des programmes de formation ou d'accompagnement aussi qui existent par d'autres structures. Je pense à Mediane, par exemple, qui est un studio qui accompagne les médias, pas forcément les médias de proximité, mais dans l'échelle de médias qui vont toucher, je pense que ça peut parler aussi à certains médias qui vont se lancer, ou je pense à Hôtel 71 aussi, qui est basé à Lyon aussi, qui va incuber aussi des médias. Mais nous, par contre, ce qu'on fait également je ne l'ai peut-être pas mentionné, sur le festival de l'info locale, c'est qu'on organise aussi chaque année un prix, qui est le prix fil du nouveau média local, et sur lequel voilà, on lance un appel à candidature chaque année pour identifier des médias de proximité qui se sont lancés dans les deux dernières années en général. Et donc ce qui est super intéressant, c'est que chaque année on a une quinzaine de candidatures. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ça montre aussi voilà, justement qu'il y a encore de la création de médias et médias locaux. Ça c'est chouette. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est on a un jury de professionnels des médias qui vient, va regarder les candidatures, qui va en sélectionner 3 ou 4 qui sont présentés nous à l'occasion du festival de l'info locale lors d'une table ronde. Et donc il y a un lauréat aussi qui est désigné, voilà, prix fil chaque année. Bon, ensuite, voilà, nous on va aussi on propose une petite forme d'accompagnement côté West Media Lab. On va voilà, s'ils ont des sujets de développement sur lesquels ils ont des besoins, nous on va pouvoir les aider. Voilà, pour le lauréat, mais voilà, on n'a pas de programme. Tu vois, pour en parler, c'est vraiment juste voilà, pour le lauréat du prix fil. Et voilà, donc à titre d'exemple, dans les médias qui ont été lauréats du prix Phil, on a eu la revue Far West, qui est basée à Bordeaux, qui est un média en ligne plutôt vidéo.
Ça, c'était la première édition. On a eu Splam, ce sera un média aussi super intéressant. Si tu veux les inviter aussi, parce que sur le modèle économique, c'est assez intéressant. Ils ont développé un modèle d'adhésion, justement, et de dons. Et voilà, qui est un média qui est en Bretagne, qui se définit comme une ONG d'investigation et qui publie des enquêtes régulièrement sur ce territoire-là, et voilà, qui est quasiment exclusivement financé par ses lecteurs. Donc une initiative aussi super intéressante. On a eu aussi dans les lauréats Kita, qui est un média 100% vidéo, 100% réseaux sociaux dans le nord de la France, donc qui est basé à Lille. Voilà, tu vois, avec un modèle un peu façon brute, mais à l'échelle locale. Tu vois, pareil, pour aller chercher des nouveaux publics, des choses comme ça. Une initiative aussi intéressante. Dernier lauréat qu'on a eu l'an dernier, c'était un réseau de newsletters local qui s'appelle L'Essentiel, voilà, qui a développé des newsletters quotidiennes dans la plupart des grandes agglomérations de France. Une initiative super intéressante. Et donc là, on a clôturé, nous, l'appel à candidature là, pour le prix de cette édition, la 2025, et on a eu, pareil, voilà, 12 ou 13, je crois, candidatures pour l'instant. Voilà, on va les présenter très prochainement. Super. Bah écoute, tu me donnes beaucoup de travail pour la description du podcast. Je mettrai tous les liens, mais c'est très intéressant et je pense que les auditeurs apprécient également écouter le podcast et ensuite pouvoir explorer, si besoin est, les exemples que tu as partagés. Donc merci beaucoup. Je mettrai encore une fois tous les liens en description. Tu peux nous rappeler le festival que vous organisez, il aura lieu quand, le prochain ? La prochaine édition, la 7e, aura lieu les 25-26 septembre prochains à Nantes. Donc ça sera, c'est un jeudi-vendredi, donc ça sera sur une journée et demie, donc jeudi et vendredi matin. Voilà, c'est du retour d'expérience, des tables rondes. On a une soirée aussi le jeudi soir avec tous les participants, donc c'est intéressant aussi pour réseauter aussi avec les personnes qui sont présentes. Voilà, et on a 3 thématiques principales sur cette édition. Une autour de justement de développement de l'événementiel au sein des médias locaux, une autre autour de la vidéo aussi. On va essayer de l'aborder aussi en termes de monétisation, comment ça peut être une source de monétisation aussi pour les médias, notamment la vidéo numérique, et une thématique aussi sur les municipales. Voilà, parce qu'on sera à quelques mois des municipales, et de voir un peu comment les médias locaux préparent cet événement qui va être si important pour eux, parce que c'est l'échelon municipal aussi, c'est là où les médias locaux vont avoir aussi une force, donc sur cette couverture des municipales. Et voilà, et toujours en proposant voilà aussi des sujets qui vont être sur d'autres thématiques aussi, mais ce sera un peu les 3 thématiques fortes qu'on va avoir. Le meilleur moyen pour les auditeurs qui souhaitent prendre contact avec toi? Vous pouvez soit sur LinkedIn, assez présent en tout cas pour répondre si besoin. Sinon voilà, il y a nos coordonnées aussi sur le site de West Media Lab. Voilà, et puis comme je disais, voilà, nous on est une association au sein de West Media Lab, et donc un collectif, et voilà, c'est important aussi. Voilà, s'il y a des médias ou des personnes qui veulent rejoindre aussi l'association pour travailler avec nous, voilà, je disais, sur le futur de l'info locale, réfléchir avec nous sur ces thématiques. Voilà, on sera ravis aussi de les accueillir, et puis de travailler ensemble, parce que là, nous, c'est aussi, je pense la force qu'on a, c'est aussi de pouvoir rassembler des médias, des individus, d'autres structures un peu différentes, et de pouvoir réfléchir aussi un peu, de pas être cloisonné, et de réfléchir ensemble. C'est assez important. Super. Bah écoute, excellente façon de clôturer le podcast. Merci encore, Jimmy, c'était vraiment passionnant. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter aujourd'hui présenter toutes ces initiatives et l'état des lieux des médias de proximité. Et puis, écoute, je mettrai le lien encore une fois du festival, de l'association en description. Et j'invite tous les médias qui nous écoutent, toutes les personnes intéressées à contact, parce qu'effectivement, tu réponds sur LinkedIn, c'est comme ça qu'on est en contact. Donc, je valide. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut.